Bonjour à tous. Euh, Moi, c'est Victor Vandermeck. Je vais profiter donc, de cette capsule vidéo pour vous présenter mes travaux de thèse que j'ai réalisés sous la direction d'Isabelle Chouine euh, au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier et pendant lesquels je me suis intéressé à la fiabilité euh, des projections des modèles de distribution des espèces et à leurs incertitudes. Donc, on sait que le changement climatique, a d'ores et déjà des effets très importants avec une augmentation conséquente des températures à la surface du globe. Donc, ce graphique qui représente les températures depuis le début de l'ère industrielle. Et donc, on a une tendance nette à un réchauffement global. Ces modifications climatiques engendrent des conséquences néfastes pour beaucoup d'écosystèmes, en particulier donc, pour les forêts. Ici, c'est une figure qui est pas très récente, mais qui montre que on a des observations de mortalité forestière euh, à large échelle dans absolument toutes les forêts dans le globe, et en particulier aussi en Europe, où les températures se réchauffent beaucoup plus vite que dans d'autres régions du globe. La particularité donc, du changement climatique actuel d'origine anthropique, c'est qu'on a une accélération en fait de ces changements. Et donc en l'espace de 300 ans, on peut voir donc, sur la partie droite du graphique, en l'espace de 300 ans, on va atteindre, selon les projections climatiques actuelles, euh, on va atteindre des températures, on va revenir en arrière finalement de plusieurs millions d'années, voire de plusieurs dizaines de millions d'années. Et donc, sachant que le changement climatique il a déjà des effets aujourd'hui sur les forêts et que ce changement climatique il va continuer dans le futur, on, euh, on a besoin donc, de projections fiables qui venir des forêts en Europe et partout dans le monde. Et pour ce faire, on utilise des modèles de distribution des espèces, notamment. Donc en gros, il y a deux grands types de modèles. Le premier type de modèle, c'est le modèle corrélatif. Je pense qu'il y a plusieurs de mes collègues qui vont en parler dans ces capsules vidéo. Mais l'idée, en gros, c'est d'utiliser les données de distribution actuelles, les observations actuelles des espèces, où elles sont présentes, de croiser ces observations avec des prédicteurs climatiques qui vont décrire les conditions climatiques moyennes euh, au niveau donc de l'observation de l'espèce. Et ensuite, en utilisant ces prédicteurs climatiques, on va pouvoir calibrer des modèles statistiques et donc avoir une idée de l'évolution euh, de la présence de l'espèce en fonction de ces conditions climatiques. Le deuxième type de, de deuxième grand type de modèle de distribution d'espèces, c'est les modèles basés sur les processus ou les modèles mécanistes, les modèles qui décrivent explicitement les processus. Donc, ce sont des modèles qui sont beaucoup plus complexes que les modèles corrélatifs ou les modèles statistiques et pour lesquels on va chercher donc à utiliser une plus grande diversité de données pour décrire le fonctionnement euh, de l'organisme vivant, donc ici de l'arbre qui nous intéresse, à une échelle plus fine. Donc moi, pendant ma thèse, je me suis intéressé à deux modèles. Le premier, c'est un modèle qui s'intéresse surtout donc au flux de carbone et d'eau, qui est le modèle qui s'appelle Castanea. Euh, et donc dans ce modèle, on va chercher à simuler la photosynthèse, euh, la respiration, les échanges de carbone avec l'atmosphère, ainsi que les échanges d'eau, pour donc simuler le fonctionnement d'un arbre moyen à l'échelle d'un peuplement forestier. Et donc en simulant ce fonctionnement, on va pouvoir simuler la croissance de cet arbre et donc savoir finalement si les conditions climatiques sont favorables ou non à l'espèce qui nous intéresse dans le site donné.
Le deuxième modèle basé sur les processus auquel je me suis intéressé pendant ma thèse, c'est le modèle phénotype, qui, je crois, sera présenté dans une capsule vidéo. Donc, je vais pas le détailler, mais ici, l'idée, c'est pas de se concentrer donc sur les flux de carbone et d'eau, mais c'est de se concentrer plutôt sur le cycle phénologique de l'arbre et comment ce cycle phénologique en lien avec les conditions climatiques va impacter la présence ou non de l'arbre. Donc le cycle phénologique, ça va être tous les événements répétitifs qui vont avoir lieu donc, durant la vie de l'arbre. Et on va modéliser finement ces événements et ensuite, par exemple, prendre en compte les effets des sécheresses ou du gel sur la probabilité de présence de l'espèce qui nous intéresse. Et donc là, il y a en gros deux grandes différences entre les modèles corrélatifs et les modèles mécanistes. D'un côté, les modèles corrélatifs, ils vont décrire implicitement les processus qui vont être à l'origine de la présence et de l'absence d'une espèce. C'est-à-dire qu'on va décrire les conditions climatiques moyennes et on va chercher donc à expliquer comment ces conditions climatiques moyennes observées sur un site vont pouvoir influencer euh, la probabilité de présence d'espèces, alors que dans le cas des modèles basés sur les processus, on va explicitement essayer de simuler les processus biologiques et écophysiologiques à l'œuvre donc au sein d'un arbre, par exemple explicitement simuler la date de débourrement, explicitement simuler la phénologie, etc. Et la deuxième grande différence entre les modèles corrélatifs et les modèles mécanistes, c'est que dans les modèles corrélatifs, on utilise les données de distribution. Comme je l'ai dit, donc on va utiliser les observations de présence et d'absence d'une espèce, par exemple à l'échelle continentale. Dans le cadre des modèles basés sur les processus, pour calibrer donc, euh, tous les processus que l'on cherche à simuler, on va pas utiliser ces données de distribution, mais on va utiliser des données expérimentales ou des données qu'on trouve dans la littérature qui vont être spécifiques à chaque processus qu'on cherche à simuler. Donc, par exemple, si on cherche à simuler la date de débourrement, on va utiliser des observations phénologiques pour cette espèce et on va essayer donc de calibrer un modèle phénologique en utilisant ces observations. Donc, c'est ces trois points sur cette slide qui vont guider ma présentation aujourd'hui. Le premier, c'est qu'on va donc s'intéresser au modèle, un peu essayer de comprendre quelles sont les caractéristiques qui peuvent expliquer leur stabilité. Dans le deuxième point, on va essayer d'évaluer vraiment leur stabilité en utilisant les conditions climatiques du passé, euh, parce que donc, ces conditions climatiques, comme je l'ai dit en introduction, elles ont changé, donc ça nous permet de tester ces modèles dans des conditions différentes d'aujourd'hui. Et enfin, on essaiera donc de s'intéresser aux, aux incertitudes futures de cette projection. Donc, comme je l'ai dit, ces deux modèles, ils diffèrent par deux grandes caractéristiques. Et donc, si on veut vraiment essayer d'identifier quelle caractéristique est importante pour la fiabilité de ces projections, il faut réussir à séparer euh, ces deux caractéristiques. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a, on s'est intéressé donc à une approche hybride entre le modèle corrélatif et le modèle basé sur les processus, où on garde la structure mathématique des modèles basés sur les processus, des modèles mécanistes. Donc on garde les mêmes processus qui sont simulés, mais cette fois, les paramètres euh, qui permettent de faire ces simulations vont être entièrement calibrés avec les données de distribution des espèces, comme le modèle corrélatif. Donc, en pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on a un modèle, on va s'intéresser à une sortie de ce modèle et on va chercher, avec une certaine fonction objectif, à optimiser la sortie de ce modèle. Et donc, nous, on a utilisé un, un algorithme d'optimisation qui s'appelle CMAES et ça nous a permis donc de croiser euh, les simulations du modèle et les données de distribution et d'essayer donc d'optimiser ces simulations. Par exemple, ici, c'est un exemple avec le chêne vert avec le modèle Castanea. Donc, en noir, c'est les données d'observation qu'on a à l'échelle européenne. En vert, c'est
euh, les, la sortie, donc les simulations du modèle avant optimisation des paramètres. Et une fois qu'on a optimisé ces paramètres, donc on a une- des simulations du modèle qui vont mieux coller aux observations. Donc on obtient un jeu de paramètres, des jeux de paramètres différents. Et donc avoir ces trois types de modèles, ça va nous permettre donc de tester séparément les deux grandes caractéristiques des modèles. Est-ce que leur stabilité provient plutôt du fait de décrire explicitement les processus, donc d'avoir des équations basées sur les processus, ou est-ce que ou non, est-ce que ces équations basées sur les processus, elles sont pas importantes, ou est-ce que la fiabilité des modèles provient du fait qu'ils sont calibrés avec la distribution, qu'ils sont plus proches de la distribution observée, ou est-ce qu'au contraire, leur stabilité provient du fait qu'ils ne sont pas calibrés avec ces données de distribution, et, euh, et donc qui vont potentiellement être meilleurs, entre guillemets, dans un contexte différent. Et donc on s'est intéressé, en deuxième partie, on a cherché à estimer la fiabilité de ces trois types de modèles. Et donc, pour faire ça, on a fait des simulations donc dans le passé en remontant, en gros, il y a jusqu'à 12 000 ans. Donc on a fait tourner ces modèles en utilisant des, des simulations climatiques qui reconstruisent donc, les conditions climatiques à l'échelle de l'Europe. Et ensuite, pour chaque pas de temps, on a, pardon, évalué les modèles, les projections de ces modèles dans le passé, simulation de ces modèles dans le passé, on les a évalués avec des données de fossiles de pollen. Donc, il y a une base de données qui nous permettent d'avoir une idée de où étaient les différentes espèces il y a 1000 ans, 2000 ans ou 10 000 ans. Et donc, on peut croiser les simulations des modèles et ces données de fossiles de pollen pour, euh, pour évaluer la performance de ces modèles. Ce qui est intéressant, en fait, avec la période de l'Holocène, c'est que au début de l'Holocène, en particulier, on a, donc l'Holocène inférieur, on a un, une dynamique de réchauffement à l'échelle de l'Europe qui est assez similaire à ce qu'on va avoir dans les prochaines dizaines d'années. Et en particulier, vu ce qui nous intéresse, ça va être d'évaluer ces modèles donc dans des conditions climatiques différentes. On peut en fait mesurer cette dissimilarité climatique. Donc, par rapport aux conditions actuelles historiques en vert dans lesquelles les modèles vont être calibrés, on peut mesurer l'augmentation de la dissimilarité climatique lorsqu'on remonte dans le passé. Et donc, on se rend compte que, comme je le disais, en particulier au début de l'Holocène, on a des conditions climatiques qui sont particulièrement différentes euh, des conditions euh, actuelles. Et on peut aussi essayer d'évaluer euh, l'augmentation potentielle de la dissimilarité climatique dans le futur. Et donc, en comparant le futur et le passé, on se rend compte que le début de l'Holocène vraiment représente une période d'intérêt pour évaluer les modèles et pour avoir potentiellement une idée de leur fiabilité dans les conditions climatiques futures. Et donc, lorsqu'on compare le sortie des modèles avec les données de pollen, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que, en gros, dans des conditions euh, climatiques assez similaires à l'actuelle, donc à gauche de ce graphique, on n'a pas de grande différence entre les modèles, mais lorsqu'on s'éloigne, donc lorsqu'on finalement on remonte dans le passé et qu'on augmente, qu'on s'éloigne des conditions climatiques actuelles, qu'on augmente la dissimilarité climatique, donc en allant vers la droite, on se rend compte qu'on va avoir des modèles euh, corrélatifs, statistiques, dont la fiabilité va avoir tendance à diminuer, alors que les modèles basés sur les processus, qui soient donc hybrides, donc qui soient calibrés avec des distributions ou qui soient calibrés de façon classique, donc c'est-à-dire avec des observations et des données expérimentales, euh, ces modèles-là donc vont avoir tendance à avoir une performance qui va
mieux se maintenir. Et donc, les enseignements qu'on peut tirer de cette partie, c'est que, a priori, donc, ces modèles basés sur les processus sont plus fiables dans des conditions climatiques différentes et aussi qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les modèles basés sur les processus hybrides et les modèles basés sur les processus classiques. Et donc, si on revient aux deux grandes caractéristiques qui différencient les modèles, euh, ça semble nous indiquer que ce qui est vraiment important pour essayer donc d'avoir des projections fiables dans des conditions climatiques différentes, ça va être de construire des modèles qui vont être donc qui vont avoir des équations qui vont explicitement décrire les processus écophysiologiques importants à l'œuvre à l'échelle d'un arbre. Et cela semble, dans le cadre de cette étude, cela semble représenter un intérêt par rapport à se baser sur des relations statistiques plus empiriques, comme on retrouve donc dans les modèles corrélatifs. Et si on reprend le graphique précédent et que l'on indique la dissimilarité climatique, par exemple, ici attendue en 2060, on se rend compte que bah, potentiellement, on va avoir des modèles basés sur des processus qui vont permettre d'obtenir des projections plus fiables. Ce qui nous amène à cette troisième partie, essayer donc de quantifier les incertitudes dans le futur. Les modèles qui sont les plus utilisés par la littérature et aussi par les gestionnaires forestiers, ce sont les modèles corrélatifs. Euh, et donc, la plupart aujourd'hui des études que l'on trouve se basent uniquement sur les modèles corrélatifs. Mais nos résultats précédents ont montré que potentiellement, les modèles basés sur les processus seront plus fiables, en tout cas que les modèles basés sur les processus ont tendance à faire des projections différentes dans des conditions climatiques euh, éloignées du présent. Et donc, si on veut pouvoir avoir une bonne idée des incertitudes des projections futures, il devient vraiment important de ne pas se baser seulement sur le modèle de niche, mais de mieux représenter la diversité des approches de modélisation qui existent. Et en particulier, euh, ça a un réel avantage pour la gestion forestière, parce que mieux représenter l'incertitude, ça va permettre donc de d'avoir une prise de décision plus éclairée pour le futur. Donc c'est ce qu'on a fait dans cette troisième partie. On s'est intéressé à la fois aux incertitudes des projections climatiques, donc les différents scénarios d'émission, qui sont les SSP. On s'est intéressé également aux incertitudes liées au modèle climatique. Donc, au sein de chaque scénario, pour chaque scénario d'émission, on peut utiliser plusieurs modèles pour essayer donc de simuler, pardon, des projections climatiques et les futures conditions climatiques en Europe et dans le monde. Et enfin, à partir de ces projections climatiques, on les a utilisées ensuite euh, pour faire des simulations de la distribution des espèces en utilisant plusieurs des trois types de modèles que je vous présentais précédemment. Et on l'a fait donc cela pour plusieurs espèces. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc le graphique à gauche représente euh, le changement moyen de probabilité de présence d'une espèce par rapport donc le changement moyen d'ici la fin du XXIe siècle par rapport donc à la fin du XXe siècle pour différents biomes à l'échelle de l'Europe. Et donc lorsque l'on est dans des valeurs négatives, ça veut dire qu'on va avoir euh, une, une probabilité de présence qui va diminuer dans le futur.
Et lorsqu'on est dans des valeurs positives, on a une probabilité de présence qui augmente. Et la largeur euh, de la barre colorée représente les incertitudes. Donc, plus cette barre est large, plus cela veut dire que les modèles, les projections des modèles écologiques et les projections qui sont nourris par les projections de modèles climatiques, plus cette barre est grande et plus les incertitudes de ces projections sont importantes. Et donc la couleur et l'air coloré donc dans cette barre représente la source de variation la plus importante. Et donc on a fait ces simulations pour différentes espèces à l'échelle de l'Europe et ce que l'on retrouve, c'est que finalement la source de variation la plus importante, c'est la source de variation qui est liée aux différentes approches de modèles de distribution. Ça représente en gros plus de la moitié des incertitudes de projection. Donc ça veut dire que pour les différentes espèces auxquelles on s'est intéressé, les différents modèles auxquels on s'est intéressé, souvent l'incertitude sur le modèle que l'on utilise euh, d'un point de vue écologique est plus importante que l'incertitude sur les émissions. Et on a utilisé donc deux scénarios d'émissions qui sont très différents. Et donc vraiment ça souligne le fait que c'est très important de pas utiliser qu'un seul type de modèle, mais de mieux représenter donc la diversité des approches qui existent. C'est important parce que on va pouvoir, malgré les incertitudes, distinguer des régions différentes en Europe qui vont nous donner peut-être des clés de réflexion sur des leviers potentiels d'action donc à l'échelle des peuplements forestiers. Et en Europe, en utilisant tous ces différents modèles, on distingue en gros trois différentes régions. La région donc, qui correspond plutôt aux forêts méditerranéennes et atlantiques, donc toute la façade atlantique de la France, ainsi que de l'Angleterre et tout le bassin méditerranéen. Et donc dans ces régions, globalement, pour les espèces que l'on considère ici, les modèles, ils vont avoir tendance à être d'accord sur le fait que la probabilité de présence des espèces, en tout cas les conditions climatiques vont devenir moins favorables pour certaines espèces et Et, et donc, les forestiers vont devoir s'adapter à ces conditions moins favorables, peut-être en allant chercher, par exemple, des populations plus adaptées. Au contraire, dans les forêts alpines et donc en Scandinavie, on va avoir des modèles qui vont être plutôt d'accord en général pour dire que les conditions climatiques vont devenir plus favorables et ce qui peut donc indiquer des opportunités finalement aussi d'augmenter d'agir en faveur d'augmentation de la résilience des peuplements forestiers. Alors, on a notamment en Scandinavie des peuplements monospécifiques d'épicéa et donc ça peut indiquer des opportunités donc de diversifier ces peuplements pour augmenter leur résilience face au changement climatique. Et enfin, on a une large partie de l'Europe continentale et aussi des moyennes montagnes où il n'y a pas de tendance claire entre les modèles. Les modèles ne sont pas d'accord pour dire si globalement on a une réduction ou une augmentation de la favorabilité des conditions climatiques. Et donc dans ces zones, eh ben, les gestionnaires forestiers vont devoir éviter entre guillemets de mettre tous leurs œufs dans le même panier et, euh, et donc il sera sûrement intéressant il semble intéressant donc d'augmenter, d'avoir des approches de gestion forestière plus diverses euh, pour, euh, pour faire face donc à ces incertitudes et donc à tous les risques possibles dans le futur.
Et c'est sur cette slide que je finis ma présentation. Puis donc, je voudrais remercier toutes les personnes avec qui j'ai travaillé sur ce projet. Merci pour votre écoute.